Bonjour à toutes et tous. Et moi aussi, je remercierai la mairie de Saint-Denis parce qu'on compte très peu de braves actuellement dans le contexte actuel face à tous les racismes et spécifiquement celui qui concerne les musulmans, ou en tout cas ceux et celles regardés comme musulmans, d'apparence aussi comme moi. Donc sur cette question de l'islamophobie au cœur de la présidentielle, j'avais d'abord envie d'identifier avec vous, ou plutôt de dresser un état des lieux, des débats, ou en tout cas des termes des débats en présence. Et j'ai listé 4 ou 5 points sur lesquels donc, je vais vous faire part et vous livrer mon analyse. Pour après, alors je vous avoue que je me suis fait plaisir, donc je vous ai apporté avec moi un florilège de déclarations que je ne connoterai pas et que je laisserai à votre bon soin d'analyser et d'en décortiquer les mécanismes qui sous-tendent ce type de sortie, ce type de propos. Et là aussi, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. Sans essentialiser personne, mais simplement en mettant en avant des logiques de partis électoralistes qui sont à l'œuvre et en mettant de point et en valeur le fait que les discours et les propos populistes concernent tout l'échiquier politique. Donc d'abord peut-être vous faire part actuellement de ce qui constitue, de ce que j'ai nommé les figures emblématiques de l'islam. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Les figures emblématiques de l'islam actuellement, quand on parle des musulmans, il y a à peu près 4 ou 5 catégories. Alors, première catégorie, les terroristes. Je n'ai pas besoin de me définir. Deuxième catégorie, les radicalisés ou en cours ou en voie de radicalisation. Là non plus, je n'ai pas besoin de préciser. Ce qui est fantastique sur cette thématique de l'islamophobie de l'islam, c'est que tout le monde, d'où qu'il se situe, c'est de quoi on parle d'islam et des musulmans. L'unité est enfin arrivée. Troisième catégorie, les réfugiés, en tout cas qualifiés de réfugiés ou migrants ou d'exilés selon la terminologie des uns et des autres en usage. Quatrième catégorie, alors moi j'ai appelé ça les lieux à problème ou les questions ou les controverses. Et là, alors là, ça va du voile, en passant par les cantines, les prières de rue, les mosquées, la question de la visibilité, les pratiques, la représentation du sacré, les sollicitations, les injonctions perpétuelles à s'excuser, à se désolidariser de tout ce qui se passe et de tout ce qui se fait, que ce soit d'ailleurs au nom de l'islam ou pas. Deuxième point, les 4 sujets de controverse. Alors ça, c'est pas de moi. Je l'ai ponctionné du dernier livre de Nilüfer Gönül, qui a mis en exergue 4 sujets qui constituent les controverses perpétuelles de ces au moins 15 dernières années. Donc à savoir le voile, le halal. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit, quand tout à l'heure, quelqu'un a parlé du food truck halal, je me suis dit, ça y est, le gros mot est lâché. Et il va être retenu contre nous. Les prières, donc les mosquées, et enfin, ce que j'ai appelé donc, la représentation du sacré. Troisième point que j'aimerais vous livrer, c'est que là, pour le coup, nous l'avons toutes et tous constaté, indépendamment de nos appartenances, qu'elles soient culturelles, politiques, philosophiques, religieuses ou religieuses, c'est que, étonnamment et opportunément, dans ce pays, parler d'islam rend audible et visible. Ça, on ne peut pas nier la vérité. Hein. Voilà. Et que, de ce fait, cette capacité de rendre, en tout cas de monter en audibilité, en visibilité de la part de nos femmes et de nos hommes politiques, je ne parle pas des autres, il y en a aussi, mais là on est sur la présidentielle, c'est que cette capacité donc, sur l'audibilité et la visibilité trace l'horizon d'agenda politique. Et de ce fait, la campagne présidentielle qui a commencé bien avant l'histoire du Burkini de l'été dernier, en a donné un peu la tonalité, mais basée sur une lame de fond qui, elle, dure depuis plusieurs années. Et tout de suite après, j'avais envie de vous parler là de ce qui pourrait être identifié à ce que je pourrais appeler, alors là, voilà, transgression
transgression et infraction. Qu'est-ce que j'entends quand je dis ça? Qu'une population qui a été depuis des décennies altérisée et qui constitue l'autre par essence, de manière définitive, qui ont une religion, qui en l'occurrence est l'islam, sont toujours renvoyés à un ailleurs. On ne sait pas bien où ils se situent, mais on a bien compris que c'est surtout de l'autre côté de la Méditerranée. Que ces populations refusent justement la mise au pas. Et quand on est issu d'eux, alors il y a une fois on était indigène, après issu de l'immigration, issu, alors issu ça fait très bien maintenant de dire qu'on est issu de la diversité. C'est un mot politiquement correct, moi je ne sais pas ce qu'il veut dire, hein, parce que tout le monde est issu de la diversité jusqu'à nouvel ordre. C'est que finalement pour ces descendants de colonisés, pour le coup, ça me convient, la transgression et l'infraction de quoi des normes établies pour elles et pour eux, pardon, fait partie d'un agenda politique. Ça veut dire quoi en fait? Je m'explique. Ça veut dire transgresser et fracturer l'espace public, la vie publique, alors qu'on nous a pensé dans des lieux d'assignation et à des places dévolues. Et ces lieux d'assignation et ces places dévolues, c'est évidemment quoi? Le fait d'être apolitique, le fait d'être invisible et surtout le fait d'être poli avec un grand sourire quand on est discriminé. Et ça mène à quoi? Ça mène en fait que finalement, quand on sort de cette zone qui nous a été dévolue, et dans des lieux qui sont bien circonscrits, appelés bien souvent quartiers populaires, banlieues sensibles, ils n'ont pas tout un vocabulaire euphémisé pour nous dire finalement qu'on doit rester dans nos ghettos économiques, culturels, sociaux, politiques, éducationnels. Finalement, comme nous constituons en fait des gens et des personnes, des femmes et des hommes qui viennent fracturer en fait un espace dont on nous a exclus de fait, sur tous les registres, eh ben, nos revendications politiques sont requalifiées en revendications communautaristes. Parce que vous savez, parce que des populations qui sont pensées comme étant pas d'ici, ou qui ne seront jamais d'ici d'ailleurs, peu importe, moi je préfère être de là et d'ailleurs, ben ça fait des ordres en fait d'avoir, en tout cas de nous rendre manifestes, d'accord, de nous rendre manifestes par une appartenance à une religion, de manière à présupposer là aussi. Par contre, nous sommes éternellement regardés comme étant musulmans. Chez nous, l'islam, notre appartenance religieuse, écrase tout, écrase toutes les autres dimensions de notre identité multidimensionnelle. Et ça fait partie des logiques qui sont à l'œuvre aussi dans les campagnes, pas simplement présidentielles. Hein. À chaque campagne électorale, on a droit à ces mêmes thématiques d'identité, de sursaut identitaire ou culturel, de printemps républicain, d'immigration, les réfugiés, la sécurité, le terrorisme, et blablabla. Donc, la meilleure façon, en fait, qui est pensée pour nous de devenir ou de redevenir légitime, c'est en fait abandonner nos attachements spirituels ou religieux. Et c'est la seule façon actuellement en France de devenir légitime. Alors vous me direz, on est pris entre le marteau et l'enclume là. Parce que moi, j'aurais beau dire de toutes les manières possibles, ça ne m'intéresse pas de parler d'islam, ou de la façon dont je suis habillée, je serai sans cesse, de manière perpétuelle et récurrente, renvoyée à cette identité. Et si j'en parle pas, ce matin ça a été dit par des intervenants, par rapport à la taquilla, je fais œuvre de dissimulation, et la suspicion et le soupçon pèsent sur moi. Parce que mon beau, moi ça se voit que je suis musulmane. Enfin, manque de peau pour les autres. Hein. Moi, je ne suis pas du tout obsédée, c'est pas mon problème. C'est l'obsession de celles et ceux qui brandissent à chaque fois l'islam comme ennemi de l'intérieur et menace sécuritaire. 3 minutes. Donc, alors 3 minutes pour dire peut-être que, alors de la droite à la gauche, pour le coup, j'avais retenu lors d'une intervention de François Fillon, en fait, que ce qui intéressait M. Fillon comme d'autres, qui peut-être l'avouent pas, je ne sais pas si c'est un courage ou peut-être une légitimation, c'est qu'en fait en France on veut bien d'une représentation religieuse et théologique musulmane. On ne veut absolument pas d'une citoyenneté performative.
Parce qu'actuellement, ceux et celles qui sont regardés uniquement via le prisme islam ou musulman sont considérés en tout cas comme étant... mais justement, alors, c'est complexe, hein. C'est complexe, même s'il paraît qu'il y en a qui nous a dit que expliquer, c'est excuser. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces populations qui sont regardées comme des nouvelles classes dangereuses dans ce pays, sont en vérité perçus comme une force de transformation sociale et politique. Et c'est pour ça qu'ils font peur. Parce qu'ils ne restent pas à l'endroit où on les a assignés. Et donc tout de suite, j'ai envie de dire, mais justement, moi je suis partisan de la détransgression des infractions. Et que c'est pas vous, hein, c'est un vous informel, surtout nos politiques, ne nous feront plus jamais taire, ni raser les murs, ni baisser le regard. Alors le florilège, parce que j'ai envie de me faire plaisir aussi. Le florilège, alors, parmi le florilège, parce que vraiment, moi je préfère en rire, parce que sinon on serait dans un marasme psychologique des plus élevés. Mais bon, heureusement que nos politiques sont là pour nous faire rire aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France est la risée. Ce qui fait la risée de la France, ça n'est pas justement le fait que des personnes répondent à une sollicitation du New York Times par rapport à l'histoire du Burkini. Ce qui fait la risée de la France, c'est les arrêtés anti-Burkini qui ont été pris au prétexte, tenez-vous bien, je cite M. Valls, pour la préservation du vivre ensemble. J'aimerais bien qu'on m'explique. Et là, ça ne serait pas excusé. Alors, il paraît que dans notre pays, ici, dans le nord de la région parisienne, il y a une ligne de bus réservée aux barbus. Vous avez entendu ça? Ok. Voilà. Il paraît aussi qu'en Seine-Saint-Denis, il n'est plus de musulmans que de Français. Il paraît aussi que la femme actuelle musulmane est la future Marianne de demain. Si, vérifique, quand même. Non, je vais pas décider pour pas faire de la pub, vous les retrouverez facilement, je vous assure. Parce qu'ils sont cachés en plus. Donc c'est un jeu, on peut trouver dans la salle. Oui, absolument. Alors, oui, donc voilà, je soutiens ceux qui ont pris des arrêtés anti-Burkini s'ils sont motivés par la volonté d'encourager le vivre ensemble. Moi, je ne sais pas comment on interroge les motivations des uns et des autres. Hein. Pour Laurence Rossignol, ministre des droits des femmes et de la famille. Alors, le Burkini doit être combattu sans arrière-pensée politique, c'est fort. Pour combattre cet archaïsme, il faut des personnalités politiques de sang-froid, je ne connais pas beaucoup actuellement, et sans arrière-pensée. Alors, Jean-Pierre Chevènement, lui, qui nous demande d'être discret. Voilà. Le conseil que je donne dans cette période difficile est celui de la discrétion. Voilà. Alors, notre ex-premier ministre avait déclaré il n'y a pas très longtemps lors d'un forum intitulé République et Islam encore, que l'islam serait un enjeu électoral pour le scrutin présidentiel. Il a tenu sa promesse, au moins pour le coup. Et il le regrette, indiquant que la religion est totalement compatible avec les valeurs de la République. Voilà. Il a déclaré aussi qu'il condamnait les Républicains ou le Front National qui alimentaient la peur et le rejet des musulmans. Non, mais ce sont des perles, il faut vraiment faire une anthologie de la présidentielle 2017. Et Républicains et Front National, donc, qui en fait alimentaient un regard stigmatisant par rapport, en fait, à lui, sa perception apaisante de l'islam et des musulmans. Là aussi, il faudrait qu'on m'explique. Bon, j'en ai beaucoup d'autres, mais il me reste 1 minute et je ne veux pas prendre plus de temps que celui qui m'a été imparti. Je vais faire une anthologie, je crois. En conclusion, alors, on a bien compris que de toute façon, le terme, en fait, Monsieur Islam, va être l'enjeu et est l'enjeu d'ores et déjà de la campagne présidentielle. Que la guerre totale et permanente aussi est notre avenir commun, tracé par nos politiques qui veillent sur notre sécurité au prétexte de la lutte contre le terrorisme.
Qu'évidemment, il faut lutter contre les djihadistes. Alors moi, je ne sais plus trop ce qu'est un djihadiste, parce qu'entre djihadistes, salafistes, terroristes, intégristes, extrémistes, en vérité, ça veut dire musulmans. Et donc, en conclusion, je voudrais dire que quand on parle de politique de respectabilité, de politique de responsabilité, en fait, ce qu'on a bien compris, vous et moi, c'est qu'on peut demander de toutes les manières possibles l'égalité, la justice, la dignité, mais en fait, il faut surtout le faire de manière très calme, et si possible avec un grand sourire. Parce que celles et ceux qui nous discriminent au prétexte de notre religion le font, et moi c'est ce qu'on me dit, quotidiennement, et de la part de personnes que je respecte, et avec qui j'ai de vrais liens. C'est qu'on me dit, mais tu comprends Ismaël, il ne s'agit pas de racisme, il ne s'agit pas d'islamophobie, il s'agit de peur, il s'agit de représentation. Ok, d'accord, mais avant de... Moi, en tout cas, moi, ce que je leur dis, à tous ces copains, ces amis, c'est que, avant de comprendre, d'accord, la spiritualité dont je suis porteuse, j'entends d'abord être respectée et être à l'abri de leur discrimination, qu'elle soit verbale ou physique. Et ça, c'est le préalable à l'égalité. Merci infiniment.